Comment expliquer que nous croyons encore dans la force opératoire de la promesse? Si quand on prend des engagements, on continue d'utiliser la formule « je promets », celle-ci est-elle désinvestie de toute valeur normative? Est-elle devenue un artifice rhétorique dont la fonction serait simplement d'établir ou de maintenir la communication, comme quand on demande « ça va ?» quand on croise quelqu'un, alors même qu'on n'attend pas de la personne qu'elle nous réponde avec précision et franchise sur sa santé physique et morale. Est-ce que dire « je promets » est passé dans le domaine des formules de politesse? Pire, ne parasite-t-elle pas l'action, cette formule? Ou bien, cette persistance à promettre traduit-elle un attachement inconditionnel à la parole donnée, assimilée à quelque chose de sacré? Si prise au sens strict, la promesse ne devrait pas entrer sur le terrain de la politique, c'est parce que nous considérons qu'il s'agit d'une chose trop sérieuse pour cela. D'ailleurs, force est de constater que les hommes politiques emploient rarement le verbe promettre. Ce sont les journalistes qui les mettent face à leurs promesses, comme s'ils sentaient le caractère irrévérencieux qu'il y aurait à dire, par exemple, « je promets », je cite, « si je suis élu président de la République, de donner aux enseignants de France la considération qui leur est due, de revaloriser leur carrière si dévalorisée depuis un quart de siècle. » Donc c'est un extrait du discours de Nicolas Sarkozy en février 2007 à Maison-Alfort. Donc comme s'ils sentaient le caractère irrévérencieux qu'il y aurait à dire cela, alors même qu'ils ne peuvent garantir l'accomplissement de la promesse. Ils utilisent alors des subterfuges de formules ultra-volontaristes qui sentent la promesse à plein nez, de type « je m'engage à »,« je veux que », mais sans prononcer le mot magique et dangereux qu'est « promettre ». Face à ce constat de déroute, deux attitudes sont possibles. Soit nous adoptons une attitude déflationniste qui montre que la force normative de la promesse ne tient qu'à des conventions humaines, soit nous adoptons une attitude réaliste qui montre le caractère irréductible de la promesse. Selon cette conception, la promesse est un acte en soi, qui ne se réduit pas à des opérations antérieures, comme la prise de résolution, ou à des opérations ultérieures, que serait le passage à l'acte. Promettre de faire X, par exemple la promesse que j'ai faite à Stéphane Vendée, qui est devant moi, de participer aux rencontres de Sophie, ne revient ni à prendre la résolution de faire X, ni à faire X. Par conséquent, je ne suis pas devant vous actuellement en train de réaliser ma promesse. Alors, la première attitude trouve son inspiration dans des remarques du philosophe écossais Hume, qui, dans son traité de la nature humaine, publié en 1740, le 3e volume, se demande d'où vient l'obligation morale de tenir ses promesses. Le respect de ce devoir a-t-il un fondement naturel, c'est-à-dire indépendamment et avant toute entrée en société? Sa réponse est sans appel. Le caractère obligeant des promesses n'a rien de naturel. Hume reconstruit le processus par lequel les hommes ont été conduits à inventer une formule simple et efficace pour sanctionner leurs engagements. Avec grande lucidité, il met en avant l'aiguillon psychologique qui a poussé les hommes à se promettre des choses. C'est la peur de l'exclusion, due au fait que plus personne ne nous ferait confiance si nous n'étions pas fidèles à la parole donnée, ainsi que la prise de conscience du fait que nous avons tout à y gagner qui nous encourage à tenir nos promesses. La promesse est donc le biais que les hommes ont trouvé pour satisfaire leurs intérêts. C'est la manière oblique et artificielle dont ils répondent à leurs besoins. En exprimant une promesse, les hommes mettent un terme à la situation d'incertitude dans laquelle, chacun n'étant tenu que par ses passions égoïstes, personne ne fait le saut nécessaire à toute transaction impliquant une forme de pari sur l'avenir. En effet, l'objet sur lequel porte la promesse n'est pas quelque chose de tangible au moment même où la promesse est faite. C'est un objet absent, parfois général, comme quand je promets à quelqu'un d'être loyal. Partons de la situation suivante. Supposez que Pascal dise à Olivier qu'il l'aidera à couper du bois l'automne prochain, si ce dernier l'aide à sarcler les pommes de terre au printemps. Quelle garantie Olivier a-t-il qu'une fois les pommes de terre sarclées, Pascal ne se débine pas? C'est dans de telles situations que les hommes ont eu l'idée de la promesse. La formule « je promets » est une sorte de signe, de symbole. Effectuer ce signe, c'est encourager le locuteur à nous faire confiance. De manière éclairante, Hume établit un parallèle avec les formules prononcées à l'Église au moment de la transsubstantiation, d'une ordination ou d'un baptême. En vertu de sa seule parole, le prêtre transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ, donne un sacrement, bref, change la nature et le statut de certains objets et certaines personnes. Ce parallèle doit malgré tout susciter notre suspicion. Aux yeux de Hume, il s'agit de souligner que la formule de la promesse acquiert une efficacité de manière bien mystérieuse. Dire « je promets », c'est effectuer un tour de passe-passe qui transforme le fait en droit, quelque chose d'instable en quelque chose d'irrévocable.
En dressant la généalogie de cette formule, Hume démystifie la promesse et nous invite à ne pas prendre l'effet pour la cause. La promesse n'est pas la cause d'un sentiment d'obligation morale. Elle n'est que l'effet d'un calcul. La formule « je promets » est la condensation d'un certain nombre d'enseignements tirés d'expériences préalables. Mais en elle-même, elle ne fait rien. Elle n'agit comme une promesse que parce que tout le monde décide de la regarder comme une promesse. Il faut qu'elle soit vue comme une source d'obligation par l'ensemble des membres de la communauté linguistique pour que cette formule acquiert une valeur normative. La normativité de la promesse est donc purement conventionnelle. On peut supposer que la place de plus en plus importante que prennent les contrats institués est le signe de l'essoufflement de la promesse. La modalité de la promesse, comme façon de sceller un contrat, n'étant pas fiable, on compense par l'établissement de contrats supervisés par une tierce personne, représentante du droit, tout en déplorant l'omniprésence de ces procédures qui, en même temps qu'elles pallient un défaut de la nature humaine, sa non-fiabilité, amoindrissent les chances de la promesse de se renforcer. Autrement dit, le contrat écrit, certifié par une autorité extérieure et reconnu de tous, est à la fois un remède au manque de confiance dans la nature humaine et un obstacle à son développement. À mon avis, c'est précisément sur le peu de place accordée à la confiance que bute l'analyse humienne. C'est le constat dressé par un compatriote de Hume, Thomas Reid, qui montre qu'une telle interprétation conduit au démantèlement de toute stabilité des rapports humains. En effet, Hume est confronté à un problème. D'un côté, la confiance est nécessaire pour que la promesse puisse fonctionner, mais d'un autre côté, elle fait cruellement défaut à la constitution humaine. Or, il semble que, quelle que soit la manière dont nous essayons de combler ce manque par des formules et des incitations, cette ersatz de confiance n'en aura jamais l'efficacité. Les perspectives sont tout autres pour Reid, qui explique que la confiance est le penchant naturel de l'esprit humain. Reid établit des liens éclairants entre la confiance que nous accordons à celui qui promet quelque chose et la confiance que nous accordons à celui qui transmet des témoignages, comme lorsque nous écoutons quelqu'un qui, revenant du Japon, nous raconte ce qu'il a vu. Cette confiance est le versant naturel de la fidélité et de l'honnêteté qu'on attend de celui qui prend un engagement ou qui fait part de certaines informations. En effet, le principe de crédibilité, selon lequel toute personne croit naturellement en la véracité des dires d'autrui, ne peut fonctionner que si la personne qui témoigne ne cherche pas à tromper.